comprends pas ce que ça répète, un perroquet. Si. Ah non, Laurence. Non, mais c'est... Il y a longtemps que vous n'êtes pas venu à la maison. Je ne connais pas votre perroquet, Claude. Vous ne me l'avez pas présenté. Alors, ça, très clairement, pendant longtemps, effectivement, il a été considéré que les perroquets ne comprenaient pas, voilà, que c'était... il faut savoir qu'en 2000, c'est très, très jeune, hein, quand on parle de science, je crois que c'est en 2004, les anatomistes spécialistes des oiseaux ont décidé de revoir totalement la classification du cerveau du perroquet, qui jusque-là était considéré en gros comme un ganglion, en faisant maintenant des analogies avec le cerveau des mammifères, voire des primates, parce que les perroquets sont capables de dire énormément de mots. Alors de dire énormément de mots, mais surtout d'actions, si vous voulez, qui montrent qu'il y a une capacité de réflexion et de cognition qui n'est pas, bien évidemment, c'est pas juste de répéter. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, parce que longtemps, on a cru que c'était juste de la répétition. La chef de file de la recherche, c'est Irene Pepperberg, qui a acheté un perroquet un jour par hasard comme ça, qui s'appelait Alex, avec qui elle a vécu 37 ans, et avec qui elle a fait des essais majeurs, hein, et notamment où elle a montré, on va juste citer ça parce que ça c'est très impressionnant, que ce perroquet avait la notion du zéro mathématique. Il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, le zéro est arrivé assez tard, hein. C'est une notion qui est complexe, le zéro. Oui. Et en plus, donc c'est un perroquet qui comptait, c'est un perroquet qui était capable évidemment de séparer les couleurs, qui parlait beaucoup, et un jour il lui a demandé de lui poser la question. C'est-à-dire qu'elle lui disait par exemple 3 plus 2, et comme ça il répondait, et à un moment il lui a dit un truc, et en gros ça voulait dire et alors, et 4 moins 4. Et alors elle lui a dit 4 moins 4, quelle est la question? Parce que les perroquets font beaucoup ça quand on en a, on sait qu'ils répètent plusieurs fois la même chose, parfois on se demande s'ils ne sont pas en train de poser une question, elle a compris que c'était une question, et il lui a répondu 4 moins 4, nul. D'accord. D'accord. C'est quelque chose qu'elle a refait très régulièrement, qu'il a refait très régulièrement. D'accord. Et pour faire le lien avec la jalousie, Alex, qui travaillait de façon très très indisciplinée, elle était incapable de lui faire refaire 2 fois le même exercice, parce qu'une fois qu'il avait fait, ça ne l'amusait plus. Si elle voulait lui faire refaire, elle avait pris, après, quand elle en a fait un axe de recherche, elle avait pris 2 autres perroquets, elle lui disait « tu m'intéresses pas, je vais travailler avec l'autre », et à ce moment-là, il le faisait. Il le faisait plus volontiers. Ça, c'est impressionnant, parce que les perroquets, on pourrait penser que justement, ils apprenaient des phrases entières. Parce que les perroquets, il y en a beaucoup qui chantent. On les entend chanter des chansons. Moi, je connaissais un perroquet qui chantait la Marseillaise. Les gros mots, ils disent beaucoup les gros mots. On ne doit pas en dire à la maison, parce qu'elle n'en dit pas. Mais les jurons, ils les retiennent facilement. Par exemple, on lui a appris 2 chansons extrêmement modernes. On lui a appris La maladie d'amour. Elle court, la maladie d'amour. Et Hello, le soleil brille. Parce qu'ils aiment bien les choses avec... oui, un peu de... voilà, et donc maintenant, elle chante Elle court, brille, brille, brille. Extra. Et là, ce qui est joli dans ça, et ce qu'elle fait dans d'autres moments, c'est qu'elle joue avec les mots, elle joue avec les choses, c'est-à-dire qu'elle les mélange. Elle est capable, et là aussi c'est un peu comme quand le singe met les 2 concepts comme ça côte à côte, elle crée de nouvelles choses avec ce qu'on lui apprend, voilà, oui. Elle en fait autre chose. Voilà, c'est ça. C'est là qu'on commence à parler d'une intelligence plus que simplement relier 2 points, c'est capable d'inaugurer. Par exemple, elle conjugue. Ah oui. Donc, quand elle chante comme ça, on lui dit tu chantes le bel oiseau, il chante le bel oiseau, et donc donc on lui dit souvent ça, et un jour je chantais, et elle a dit il chante. Et vraiment, il y a des... Et elle n'a pas dit le bel oiseau. Il y a des points d'interrogation. Ma femme m'a dit oui, comme une casserole. Oh. Ah, c'est sympathique à la maison. Des concours de chant, des concours de chant. Mais vraiment, elle dit je chante, tu chantes, il chante. Enfin, ah oui, elle est capable de... Ah ben c'est bien ça, c'est formidable. Après, évidemment, quand on dit ça, on a toujours l'impression qu'on va pouvoir rentrer, qu'on va pouvoir lui dire comment vas-tu, moi très bien, et toi? Non, pas du tout. Hein. Il n'y a pas cette... Il y a un moment où, par exemple, quand ils vont trouver un mot qui leur plaît, ils sont capables de le répéter 2000 fois, parce qu'ils jouent avec la sonorité, ils le déforment, et donc c'est pas quelque chose d'aussi rationalisé, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est pas du tout juste le fait de répéter hors contexte. Par exemple, elle nous dit bonjour le matin, très clairement. Elle dit bonsoir, au revoir quand les gens s'en vont. Comme j'aime bien les oiseaux polis, je lui ai appris qu'est-ce qu'on dit pour les cacahuètes. Elle dit on dit merci. Elle dit merci. Et elle se trompe pas. Elle n'est pas un peu hypocrite cet oiseau. Par rapport à une cacahuète, elle pourrait abandonner le périmètre. Mais elle ne le dit pas hors contexte, quoi. Elle ne dit pas merci pour rien. Voilà, oui. Elle ne dit pas merci pour rien. S'il n'y a pas de cacahuète, merci. Oui, d'accord, il y a un lien.
Et pour les espèces alors plus sauvages, j'ai envie de penser à des loups. Alors on sait que c'est la meute, l'attachement, parce que là c'est plus du tout, puisqu'il nous reste quelques secondes, c'est plus l'attachement comme à la femelle, c'est plus, il y a carrément une relation particulière. Alors premièrement, il y a beaucoup de bêtises qui ont été dites sur les loups, dont on a fait un modèle du dominant, etc. et tout. Maintenant, toutes les études montrent que, en tout cas, naturellement, les loups, c'est des groupes familiaux. Oui. Donc dans lequel il y a très peu de bagarres parce qu'on vit avec les grands-pères. Voilà, et même il y a une assistance entre eux qui est particulière. Et là il y a énormément de solidarité. Exactement. Hein. Donc quand ça aussi c'est. Quand les vieux loups sont fatigués, ceux qui sont des petits, à ce qui paraît, c'est les louves qui peuvent aller chasser en remplacement. Franz de Waal dit ça et je trouve ça très joli. Il dit on convoque toujours la nature pour parler de la loi du plus fort, pour parler de tout ça. Si on doit convoquer la nature, il faut la convoquer pour tout à ce moment-là. Et elle nous donnera plus de leçons de solidarité que de leçons d'agressivité. Et c'est une évidence, alors, notamment pour les loups. Il y a une histoire qui a beaucoup marqué les soigneurs dans un parc. Il y avait un loup oméga. Par contre, bon, elle existe, elle est hiérarchie chez les loups, surtout quand on les met dans des conditions de captivité. D'accord ? Parce que s'ils sont en liberté, ils constituent une cellule familiale et puis ils se séparent en différentes cellules familiales. Mais par contre, si on les met en captivité, là, ils ne peuvent pas faire autrement. Et donc, généralement, il y en a un qui dérouille pas mal, hein, qui est le loup oméga. Et là, dans ce parc, en fait, il y a un autre prédateur qui était rentré qui avait sauté par-dessus le barrière et qui avait tué la louve oméga, qui était donc, dans la description des soigneurs, qui était en gros battue régulièrement, toujours par un loup qui croisait, n'importe lequel. Et quand elle meurt, le loup, la meute de loups fait un deuil de 3 semaines. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils ne mangent plus, ils passent leur temps à hurler, ils la cherchent, etc. Alors qu'on aurait pu penser qu'il n'y avait aucun attachement pour une sorte d'animosité puisqu'elle était battue régulièrement et tout. Et manifestement, tout le groupe était très attaché. Alors, on va peut-être pas finir sur quelque chose de triste comme ça. On pourra peut-être dire que finalement, dans le règne animal, il n'y a peut-être pas la cruauté dont est capable l'homme lorsqu'il inaugure dans le mal, parce qu'on a trouvé quand même des choses comme ça. Puis je crois qu'il y a une évolution dans le droit aussi qui est importante. Tout à l'heure, vous avez souligné le fait que l'animal ne peut pas dire « moi, après tout, je ne veux pas être chez ces gens-là, je préférais vivre ailleurs, etc. » Et je crois qu'en droit, maintenant, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on est en train de faire évoluer le droit de Dame Nature ou de Même Nature qui commence à devenir une entité. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, un bateau qui pollue parce qu'il déverse tout son pétrole, avant on disait il suffit de donner une allocation à des villes pour qu'on puisse en quelque sorte récupérer un peu d'argent sur la misère et sur la détresse, parce qu'on les voit, tous ces oiseaux qui meurent, les côtes détruites, etc. Et là, on dit que finalement, cet argent doit être réinvesti au profit de la nature, c'est-à-dire qu'on lui donne une part d'existence comme une personne, en fait. Et on lui dit que l'argent doit aussi servir à repeupler, à réinstaurer une faune, une flore, etc. Alors, on n'en est qu'au début encore de ces choses-là, mais c'est quand même en train d'évoluer dans le droit. Alors qu'avant, il n'y avait rien pour ça. Le droit français, mais comme beaucoup de droits occidentaux, est schizophrène sur l'animal, hein, puisque l'animal est un bien meuble, c'est-à-dire qu'on peut le vendre, on peut le... Voilà, c'est un bien. Et en même temps, dans une autre partie du droit, c'est un être sensible et on ne peut pas lui faire de mal. Et donc on est tout le temps entre les deux instances. Et l'évolution ne sera pas facile. Parce qu'on a du mal à donner la responsabilité, dire la responsabilité d'un jeu pour l'animal. Très bien. Je crois qu'on va en rester là parce qu'on a le verre de l'amitié après. Merci en tout cas d'être venus si nombreux. Merci Claude de vous être prêté à ce jeu des questions et réponses. Alors il y a les ouvrages de Claude bien sûr. Au risque d'aimer, il y en a d'autres, j'ai vu, parce que vous savez qu'il a écrit quand même plusieurs ouvrages, oui, le précédent. Et puis il y a l'énigme de la rose, si ça vous intéresse, parce qu'il y a aussi l'apprivoise-moi, il y a tout un paragraphe sur l'animal, mais pas que, puisqu'il y a tout l'attachement aussi avec l'énigme de la rose. C'est bien sûr qui était la rose de Saint-Exupéry, c'était pas forcément Consuelo. Pourquoi vouloir se déplacer pour aller vers un puits, pourquoi ce renard, pourquoi les poules, enfin il y a toute cette magie, et vue par la philosophie, ça aide aussi à une double lecture. Donc si vous voulez des dédicaces, eh bien très volontiers, on est là pour ça. Et puis sinon il y a le verre de l'amitié. Merci Claude en tout cas pour ce moment fort sympathique, merci à vous.